Chers investisseurs, cette semaine, on répond aux haters de la précédente vidéo. Des gens qui me disent que ma stratégie est toute pourrie parce que j'ai raté Nvidia. Je vous parlerai également de la masterclass à laquelle j'ai assisté ce week-end, organisée par Xavier Delmas à Bordeaux. C'était très chouette. On parlera ensuite de la chute de l'euro par rapport au dollar. On se rapproche de la parité euro-dollar. Évidemment, ça va avoir un impact sur nos portefeuilles en bourse. Et on terminera avec l'analyse de la publication des résultats d'une entreprise que j'ai en portefeuille, Salesforce. Les derniers résultats sont tombés et je me disais que ça pourrait être chouette d'analyser avec vous en direct. Voilà, vous montrer un petit peu comment je m'y prends quand une de mes entreprises en portefeuille publie ses résultats trimestriels. Alors Xavier, ça doit faire 2-3 ans que je le suis sur les réseaux. J'avais commencé avec les épisodes Zone Bourse en podcast que j'écoute toujours aujourd'hui et je suis également sa chaîne YouTube. Je trouve qu'il fait vraiment du bon boulot. Et du coup, quand il a annoncé qu'il allait organiser des masterclass dans différentes villes de France, je me suis dit c'est génial, il faut que j'en profite. Malheureusement, j'étais encore à Maurice quand il l'a organisé à Lyon et la suivante était donc à Bordeaux. Ce week-end, vous voyez, j'ai donc fait pas mal de routes. C'était un peu la galère, j'ai pris des voitures, des trains, des covoites, c'était un peu galère, mais j'ai pu aller à Bordeaux pour assister à cette rencontre et honnêtement, je le regrette absolument pas, c'était vraiment très intéressant. Xavier est très pédagogue, donc il nous a un peu expliqué sa stratégie, il nous a donné pas mal de clés pour comprendre un petit peu comment gérer tout ça. Il y a eu plein de débats intéressants. J'en ai également profité d'être à Bordeaux pour voir notre Axel Paris national qui a notamment la chaîne YouTube Interactive Broker, un très bon copain. On s'est rencontrés à la base justement sur la méthode Trident et là c'était l'occasion, on s'est fait un petit brunch très sympa. Xavier nous a donné un gros dossier comme celui-là, donc c'était assez chouette d'avoir vraiment un support avec pas mal de pages et globalement la journée s'est déroulée en 3 phases. On a commencé avec le vocabulaire, donc je pense que c'est assez malin de sa part d'avoir mis les éléments les plus techniques. Donc vous savez, le matin on est un peu plus réveillé pour regarder les comptes de résultats, les flux de trésorerie et vraiment ligne par ligne aller analyser le bilan d'une entreprise. Donc ça c'est intéressant, je trouve que Xavier a vraiment pas mal de notions là-dessus qui sont assez intéressantes et qui permettent de, voilà, c'est concret, c'est un peu dur mais ça permet de bien comprendre évidemment la base quand on analyse une boîte. Ensuite on a parlé un peu plus de la stratégie, on a pris un peu plus de recul et il nous a montré un petit peu sa checklist, comment il s'y prend pour analyser rapidement l'entreprise et l'analyser également plus en profondeur. Donc ça c'était super intéressant de pouvoir comparer avec ma manière de faire et justement voir les différences qui peuvent exister. Et enfin, on a terminé avec des cas concrets. On est allé analyser en live des entreprises qui avaient été soumises par les participants. Parmi les 3 entreprises dont je me souviens, on avait Endeavour Group qui fait de la vente d'alcool et des hôtels en Australie. Donc vous voyez, on a une IPO qui est assez récente, donc une entreprise un peu compliquée à analyser parce que vraiment, ça fait très peu de temps qu'elle est cotée en bourse. Ensuite, on a eu une entreprise française qui fabrique des fûts, TFFF Group, donc je ne connaissais pas trop. Là, on voit qu'on a un peu plus historique, avec quand même un peu de cyclicité. On voit que les gens qui ont acheté l'action en 2017, aujourd'hui, ils ne doivent pas être très contents. Après, c'est vrai que vu que l'action a pas mal chuté, il y a des gens qui se posaient la question, est-ce que du coup, il y a une opportunité ou pas? Après, on a vu quand même que le marché comme ça de l'alcool est assez cyclique, mais entreprise encore assez intéressante à regarder. Et puis, on a regardé Booking.com. Donc ça, c'est moi qui ai demandé à Xavier de l'analyser. Réservation d'hôtels évidemment en ligne en concurrence directe avec Airbnb. Et là, ça colle un peu plus au genre d'entreprise que j'aime bien. Vous voyez qu'on a une belle droite qui monte vers le haut pour les bénéfices de l'entreprise. Si on ignore juste la Covid, on voit que l'entreprise s'en est quand même assez rapidement remis. En 2022, Booking faisait à peu près les mêmes bénéfices qu'en 2019. 2023, plus 52% sur les bénéfices et 2024, plus 20%. On était une quinzaine de participants et comme je vous disais, c'était super intéressant de pouvoir débattre en direct, de dire qu'est-ce que tu penses de cette boîte, qu'est-ce que tu penses de celle-ci. Évidemment, chaque participant a un petit peu sa propre stratégie, ses propres idées et du coup, c'est super enrichissant de partager et de voir là où on est d'accord, là où on n'est pas d'accord. Cyril a laissé un petit message sur le post Trident, je trouvais qu'il illustrait bien ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai fait cette rencontre. J'ai participé à celle de Lyon au mois d'octobre, j'ai appris plein de choses, surtout en échangeant avec les autres participants où chacun a ses craintes, ses convictions, ses croyances, bref, des échanges très riches. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on rencontre des gens qui sont passionnés comme nous par la bourse mais qui n'ont pas forcément écouté les mêmes vidéos, à analyser exactement les mêmes actions, c'est là qu'on apprend le plus. Alors évidemment, on n'est pas obligé d'aller à une rencontre physique pour débattre et pour échanger avec des gens passionnés sur la bourse. On peut également le faire sur Internet.
mais c'est évidemment un petit peu plus dur. Après cette journée hyper enrichissante du samedi où j'avais échangé avec plein de passionnés de bourse, le dimanche matin, je me lève et je me dis j'ai encore envie d'échanger sur la bourse, de partager des choses, et je me dis tiens, je vais aller voir les commentaires sur ma dernière vidéo YouTube et je vais essayer de répondre un petit peu aux gens. C'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion de vous répondre en commentaire parce que des fois les semaines s'enchaînent et on prend pas le temps. Il y avait quelques commentaires intéressants, mais il y avait aussi, je vous l'avoue, des commentaires assez critiques. C'est ça que je trouve un peu dommage sur internet, c'est que très rapidement on attaque la personne sans donner forcément beaucoup d'arguments. Je vous lis le commentaire qui avait quand même reçu 6 likes, donc en plus assez soutenu apparemment par la communauté. Roman, le problème est que avec ta méthode Trident, tu as raté Nvidia et sa méga hausse. Ta méthode, c'est d'acheter des actions de pères de famille qui ont leur avenir derrière elles. Ce commentaire, il m'a vraiment fait sourire parce que finalement, les pro-dividendes me répètent sans arrêt que j'achète des actions trop spéculatives, qui ont des trop faibles rendements. Voilà, des gens qui me disent ça sert à rien d'acheter une action qui a que 1% ou 0,5% de rendement en dividende, il faut forcément 3-4%, sinon ça vaut pas le coup. Et maintenant, j'ai le droit également à des personnes pro-croissance qui me disent « Mais non, Romain, t'achètes des actions trop défensives, elles ont pas assez de potentiel, elles font pas du 50% de croissance par an. » Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, vous comprenez, puisque vu que ma stratégie est positionnée justement entre ces deux stratégies-là, eh bien, je vais forcément me faire attaquer à droite à gauche. Je ne vais pas acheter des actions qui ont des énormes rendements en dividendes parce que je trouve que, voilà, à nouveau, c'est des actions qui sont défensives et dans lesquelles il va être difficile de gagner beaucoup d'argent. Je pense à des Coca-Cola, des Johnson & Johnson, c'est bien, mais c'est très, très défensif. Et je ne vais pas non plus aller acheter en effet du Nvidia, du Coinbase, des actions qui des fois n'ont pas suffisamment de profit ou dans lesquelles je ne suis pas encore suffisamment confiant. Évidemment, les actions évoluent, donc parfois on a des actions comme Nvidia qui étaient peut-être plus spéculatives et peut-être maintenant elle l'est un peu moins parce qu'il y a un peu plus de profits qui la soutiennent. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait une vidéo sur Nvidia. Mais voilà, vous comprenez bien qu'en étant entre les deux, je me fais sans arrêt critiquer et je ne parle même pas des pro ETF qui vont me dire évidemment que le stock picking ne sert à rien et que je perds mon temps. Je pense que les gens font une mauvaise interprétation de mon message avec cette vidéo sur Nvidia. Quand je lis dans la vidéo « Je n'achète pas Nvidia », je ne suis pas en train de dire « Nvidia est une mauvaise action, Roman a dit qu'il fallait surtout pas l'acheter ». Non, la réalité, c'est que je dis voilà pourquoi aujourd'hui, avec les éléments que j'ai en ma possession, j'estime que malgré les bons chiffres de Nvidia, eh bien pour l'instant, j'ai décidé de ne pas l'inclure dans mon portefeuille. Donc, je vous explique un petit peu ma thèse et les éléments qui me font douter. Évidemment, moi, le genre de message que j'aimerais avoir en dessous de ce genre de vidéo, ça serait des gens qui me disent, qui viennent me challenger sur ça, qui me disent, écoute, moi, perso, Roman, j'ai quand même décidé d'ajouter Nvidia à mon portefeuille. J'ai été convaincu par X, Y, Z. Est-ce que tu as vu qu'elle faisait ça aussi? Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Voilà, un message simplement positif qui ouvre le débat. Et là, à partir de ce moment-là, évidemment, on discute, on échange et on essaie de trouver des points d'accord. Dans tous les cas, on ressort tous les deux grandis de cette discussion. C'est exactement ce qui s'est passé ce week-end en allant à la rencontre de Xavier Delmas et des 15 participants. Et je trouve ça juste dommage qu'on n'ait pas ça aujourd'hui encore sur Internet dans les espaces de commentaires des réseaux sociaux. Non seulement les messages ne sont pas très argumentés, mais souvent on tombe même dans des attaques personnelles. Je vous lis celui-ci qui est en réponse du coup au premier. C'est clair, il est en train de nous expliquer que ses prévisions sont médiocres. Il est meilleur à faire de l'argent en vendant des formations qu'en achetant des actions. Alors clairement, je ne comprends absolument pas cette critique. C'est pas parce que je n'ai pas acheté Nvidia que toute ma stratégie est pourrie. Il existe plein d'actions qui peuvent surperformer le marché en dehors de Nvidia. Et voilà, je ne pourrai jamais avoir toutes les actions qui vont surperformer le marché. Je ne sais pas exactement ce que ces gens pensent, mais je ne suis pas un magicien qui peut deviner le futur et trouver les actions qui vont le mieux performer. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les 10 dernières années, les meilleures actions américaines, celles qui ont le plus performé en rendement annualisé, vous voyez que c'est des performances qui sont tellement énormes qu'il y a très peu de gens qui avaient ces actions il y a 10 ans et qui ont pu prévoir qu'elles allaient grandir aussi facilement. Évidemment, avec le recul, c'est facile de dire, bah oui, il fallait acheter Nvidia en 2014, mais qui achetait Nvidia en 2014? Qui aurait pu prévoir que les puces pour l'intelligence artificielle allaient avoir une telle demande et que les GAFAM allaient balancer des milliards en capex? D'ailleurs, vous le voyez, ces actions ont souvent une mauvaise linéarité, c'est-à-dire que leur action n'a pas augmenté de manière stable dans le temps, elle a augmenté de manière explosive. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'action ne faisait rien, puis tout d'un coup, elle explose. Donc pour moi, la majorité de ces actions qui ont des énormes performances, c'est plus un coup de chance qu'une vraie analyse et ça fait vraiment pas partie de ma stratégie. J'accepte complètement de louper plein d'actions qui vont surperformer le marché, ça fait partie du jeu. Moi, mon objectif, c'est surtout d'essayer de ne pas louper celles qui sont dans mon cercle de compétences. Donc des business que je connais, que je vois et je n'ai pas investi dedans alors que je savais que ça pouvait être des bonnes opportunités. Donc honnêtement, je regrette pas vraiment Nvidia parce que pour moi, ça fait vraiment pas partie de mon cercle de compétences. Je comprends toujours pas aujourd'hui exactement ce que fait l'entreprise. Donc que je l'aurais vu aujourd'hui, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, je l'aurais probablement pas acheté. Par contre, il y a des actions dans lesquelles je regrette un peu plus de ne pas avoir investi. Je pense par exemple à Amazon ou encore Netflix.
C'est des business que je comprends bien, je suis client, je connais un petit peu leur avantage compétitif et j'ai pas investi dedans parce que niveau chiffres, c'était pas parfait. Voilà, on avait des actions qui avaient des bénéfices un petit peu trop faibles à mon goût, un peu trop de capex, pas de dividendes et je me suis laissé bloquer par les chiffres et du coup, je n'ai pas investi dans ces actions en 2022 et 2 ans plus tard, aujourd'hui, elles ont fait x2, voire même x4 ou x5 pour Netflix. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que parfois, quand on croit vraiment en un business, eh bien, il faut être capable d'accepter des chiffres qui ne soient pas forcément parfaits. Moi, évidemment, ce que je vise, c'est à la fois un business que je trouve génial et également des chiffres qui sont parfaits, mais c'est assez rare. Et je pense à nouveau qu'il vaut mieux faire dans ce sens-là que dans le sens inverse. Le sens inverse, ça serait une action qui a des superbes chiffres, mais vous ne comprenez pas du tout le business. Là, je pense que c'est beaucoup plus dangereux et que vous pourriez avoir des mauvaises surprises. En tout cas, vous l'avez compris, avec le portefeuille Trident, mon objectif, c'est de sélectionner 8 à 12 entreprises que je maîtrise bien, je connais bien le business. Et ces entreprises me semblent avoir les capacités de faire mieux que le marché grâce à la triade magique. Cette triade magique, c'est donc une forte croissance, une forte prédictibilité et une valorisation raisonnable. Si on essaye de mettre des chiffres concrets derrière ces notions qui peuvent être un peu nébuleuses, en termes de forte croissance, c'est 15% sur les bénéfices par action. En termes de prédictibilité, j'estime 90% de chances que cette croissance de 15% soit réalisée sur les 5 à 10 prochaines années. Et en termes de valorisation raisonnable, je fais mes calculs de rendement sur des PER cibles entre 20 et 26. Donc voilà à quoi ressemble la page d'achat de la méthode Trident. Vous voyez qu'ici, on a la croissance des différentes entreprises. Donc vous voyez qu'on est toujours environ au-dessus de 15%. Je suis toujours assez prudent. Donc des fois, il y a des entreprises qui ont 16 ou 17, mais je vais avoir tendance à baisser un petit peu. Et vous voyez qu'il y a une seule entreprise, on va dire, qui pour moi est un petit peu à la ramasse, c'est celle qui a 12%. Et juste ici, vous avez le PER visé. Vous voyez que généralement, plus la croissance va être importante et plus le PER que je vais viser va l'être aussi. C'est classique, on va vouloir payer plus pour l'entreprise qui est capable de grandir plus vite. Et sans surprise, vous voyez que les actions qui sont qualifiées sont celles qui ont un PER à l'heure actuelle qui est assez proche du PER visé. Évidemment, si vous payez plus cher que le PER que vous visez, ça va réduire la performance que vous allez avoir. Et donc moi, la limite que je me fixe, c'est 10% par an. Donc là, vous voyez que ces actions arrivent à être qualifiées. Et on en a une qui est encore mieux puisque son PER actuel est à 22 et le PER visé à 21. Quand vous avez un PER actuel qui est très proche du PER que vous visez, là, c'est vraiment l'idéal parce que généralement, la performance que vous allez réaliser, c'est la croissance des bénéfices estimés de l'entreprise. Donc, si une entreprise a 15% par an de croissance estimée, vous devriez pouvoir réaliser 15% par an avec l'action, voire même potentiellement plus si à nouveau son multiple est fini par être plus élevé dans 5 ans que ce que vous aviez anticipé. Bon, j'espère que c'est pas trop technique, je vous ai pas perdu jusqu'ici, mais tout ça pour vous dire, voilà, je pense avoir une stratégie bien rodée que je développe depuis 7 ans et surtout, j'essaie de vous partager en toute transparence les résultats de cette stratégie pour vous montrer que ces actions à l'ancienne qui sont complètement mortes, eh bien, elles performent pas si mal que ça. Vous voyez ici la performance sur les 23 derniers mois. Le S&P 500 est à 64,74% de performance et avec le portefeuille Trident, on a pour l'instant 76,02% de performance. Donc même si le S&P 500 nous a un peu rattrapé cette année, on conserve quand même une avance de 11,28 points de plus que celui-ci. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal du tout pour des actions qui, soi-disant, ont leur futur derrière elles. Et grâce à cette surperformance, mon portefeuille principal en bourse vient de dépasser le 1 million d'euros. J'étais super content, j'ai pris un petit screenshot parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on a un portefeuille qui explose comme ça. Je vous avoue que j'ai été vraiment surpris quand j'ai fait mon bilan de patrimoine ce mois-ci. En fait, le 1er novembre 2024, j'étais à 1 020 938 euros. Et ce 6 décembre 2024, je suis à 1 132 126 euros. Ce qui veut dire que j'ai gagné 111 188 euros en seulement un mois. J'ai vraiment été choqué la puissance que c'est en fait la bourse lorsque les marchés montent et qu'on a fait en fait par le passé les efforts d'épargne, qu'on a mis de l'argent. Tout d'un coup, le marché se met à démarrer bien fort et on peut se retrouver à générer vraiment des plus-values vraiment exceptionnelles. Moi, je me souviens que ça m'a pris peut-être 3, 4, 5 ans, 6 ans d'efforts pour atteindre enfin ces 100 000 euros en bourse. Et là, je suis choqué de voir qu'en seulement un mois, j'ai gagné l'équivalent. On a l'impression que c'est juste une erreur de virgule. Ah, t'as 1 million, maintenant t'as 1,1 million. Non, ce 1,1, c'est quand même 100 000 euros de gain. Et ce qui est génial, c'est que je ne suis pas le seul à battre des nouveaux records de patrimoine. On a Quentin sur le Forum School qui nous a dit qu'il avait atteint le palier des 100 000 et Vincent le palier des 20 000. Je pense que c'est super important comme ça de célébrer ces paliers qui sont atteints. Et vous allez le voir, vous allez probablement avoir la même expérience que moi. Ils s'atteignent de plus en plus vite. Plus on met et plus c'est facile de gagner le prochain palier. Vous allez célébrer votre palier du premier 1 000 euros et quand vous serez à 10 000, tout d'un coup, vous allez gagner 1 000 euros sur un mois. Donc c'est vraiment puissant et c'est pour ça que c'est important de mettre ça en place le plus rapidement possible et d'essayer d'atteindre le plus jeune possible des paliers assez intéressants du genre 10K, 100K, 1 million.
Bref, tout ça pour vous dire, je vois pas pourquoi je devrais avoir honte de vendre la méthode Trident alors que je travaille énormément dessus pour proposer des analyses de qualité, proposer un logiciel complet pour que les membres puissent trouver aussi les meilleures actions, que je fais des recommandations, que je bosse dessus et que du coup j'apporte des résultats concrets à mes clients. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à ça. J'ai payé 500 € par exemple pour assister à la formation de Xavier ce week-end et en fait je trouve ça complètement normal en fait de soutenir financièrement les gens dont j'apprécie le travail et qui font du bon boulot. Quand on va chez le boulanger, on ne s'attend pas à ce que le pain soit offert. Là c'est pareil, sur YouTube il y a plein de baguettes de pain qui sont offertes, mais de temps en temps quand j'aime vraiment quelqu'un et que je trouve qu'il fait du bon boulot, eh ben, j'ai envie de lui dire merci et s'il propose un produit en plus qui va m'apporter en plus de la valeur sur lequel je vais pouvoir obtenir un retour sur investissement, pour moi c'est juste parfait. Tout le monde y gagne. La personne qui vend, la personne qui achète, c'est juste gagnant-gagnant et donc je comprends pas toutes ces critiques par rapport à l'argent. Je pense que c'est quand même assez lié au côté français. On se dit toujours « Ah, l'argent c'est mal, s'il vend des formations c'est que c'est un arnaqueur ». À un moment, les gars, arrêtez. Et même si aujourd'hui, comme moi, vous ne faites pas forcément des vidéos, vous publiez pas forcément des choses en ligne, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, il y aura des gens qui vont vous critiquer sur votre manière de gagner de l'argent, les produits que vous vendez ou encore votre manière d'investir. Il y a toujours des gens, dès vous allez leur dire voilà comment je place mon argent, ils vont vous dire mais non c'est n'importe quoi, tu te trompes complètement. Et donc je pense que c'est super important de bien savoir gérer ces critiques-là parce que si vous êtes un petit peu sensible, et moi le premier, des fois je le suis, des fois il y a des messages comme cela, des fois je vais me dire ah non ça me saoule. Si vous êtes trop sensible en fait ça risque de fragiliser votre stratégie d'investissement et vous pourriez abandonner alors que le trésor se trouve juste de l'autre côté. Là en ce moment c'est facile pour moi d'encaisser ces critiques parce que justement tout se passe très bien sur mon portefeuille. Peut-être que si ça baissait plus, ça serait peut-être plus dur. Et donc, je pense qu'il faut savoir s'en protéger un petit peu et savoir aussi comment bien les gérer. J'ai demandé à notre ami ChatGPT comment ça se passe et il y a 3 conseils qu'il a donnés qui m'ont semblé pertinents. Le premier, c'est évidemment de bien faire la différence entre des critiques constructives qui peuvent vous aider à vous améliorer. Même des fois, elles vont faire mal, mais il va y avoir des points intéressants et qui vont vous permettre de vous remettre en question versus des attaques qui sont purement personnelles. Ça, il vaut mieux dégager parce que c'est juste toxique et ça ne vous aide pas du tout. Généralement, on le sent tout de suite quand c'est toxique, quand c'est fait avec mauvaise intention. Et généralement, dans ce cas-là, c'est des haters qui ont plus de la jalousie, de la frustration. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller écrire sous une vidéo d'une personne, de dire « Non, c'est de la merde ce que tu fais ». Moi, je préférais me dire, si j'aime pas, j'arrête d'écouter quoi. Donc, ces gens-là qui prennent la peine de poster, etc., ils cherchent de l'attention, il faut bien se rendre compte que c'est pas vraiment contre vous qu'ils en ont, c'est généralement contre eux-mêmes. C'est plus un message de frustration qu'autre chose. Ensuite, c'est important de se souvenir que les critiques sont toujours inévitables, quoi qu'on fasse dans la vie, à partir du moment où on a le courage d'ouvrir son cœur et de dire ce qu'on pense un petit peu de certaines choses, eh bien, il y a forcément des gens qui vont venir nous attaquer. C'est quelque part le signe qu'on fait quelque chose de significatif, qu'on a un impact, qu'on est visible. Et c'est vrai qu'il faut penser aux grandes figures publiques. Vous prenez Mère Teresa, elle a été critiquée. Peu importe en fait, même si cette personne est bonne et qu'elle fait plein de choses bien, il y aura toujours quelqu'un pour aller lui casser du sucre sur le dos. Et enfin, il faut savoir rester focus en fait sur les personnes les plus importantes, les personnes qu'on cherche réellement à aider. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont venir vous critiquer, commenter sous vos vidéos, alors que c'est pas du tout en fait les gens que vous cherchez à aider. Donc bien savoir que mes performances, mes valeurs et mon travail, ils vont parler pour moi. Ce n'est pas ce que ces commentaires YouTube disent qui vont me définir. Et il faut au contraire que je me concentre sur les retours positifs et les personnes que j'aide réellement, ce sont elles qui importent. Ce sont par exemple les clients de la méthode Trident qui viennent me soutenir, qui me disent voilà, ta méthode est efficace, elle m'a aidé, j'aime tes analyses. S'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par ton produit ou par tes recommandations d'action, ils n'ont pas du tout besoin de forcément les acheter. Chacun fait sa vie. Voilà, vraiment, merci, bravo, me dit Jerry. Donc ça c'est le genre de message qui fait évidemment plaisir. Et comme le souligne Grégory, il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne dis rien, ne fais rien et ne sois rien. Signé Aristote. Bon, et puis je rajouterai du coup un 4e élément suite à ce week-end. Je vous invite vraiment à privilégier des échanges en live ou alors sur un forum vraiment de qualité plutôt que sur les réseaux sociaux où, sous couvert d'anonymat, les gens vont se permettre d'être beaucoup moins respectueux et beaucoup plus insultants. Quand vous allez voir ces gens-là en vrai, en fait, les discussions sont généralement beaucoup plus constructives. C'est ce qui s'est passé ce week-end à la rencontre avec Xavier. Du coup, pour créer un peu plus de rencontres sur la méthode Trident, j'ai créé la carte Trident. Donc, on peut se placer, les membres peuvent se placer à l'endroit où ils sont et ça peut permettre de faciliter en fait des rencontres avec des gens qui habitent dans votre ville. Parce que c'est vrai que souvent, c'est difficile de trouver des gens qui sont passionnés comme nous par la bourse, avec qui on peut justement avoir ces débats constructifs. Je vais également, je vous en parlerai peut-être sur cette chaîne et j'en parlerai également aux clients la semaine prochaine. Je vais organiser la rencontre Trident 2025, donc d'ici un mois en janvier. Ça se déroulera à Lyon et ça sera aussi une bonne occasion de rencontrer d'autres investisseurs passionnés comme vous par la bourse.
Ok, on a bien parlé des haters, intéressons-nous maintenant au Forex. Vous avez dû le voir sur les 3 derniers mois, l'euro s'écroule par rapport au dollar. Le dollar a été vraiment renforcé par l'élection de Trump et on se rapproche de la parité, donc 1 euro égale 1 dollar. Alors il y a plein d'explications qu'on peut donner à ce change par rapport au Forex. C'est toujours compliqué en fait de vraiment comprendre d'où viennent ces mouvements de change et donc c'est très difficile de se dire ok j'attends avant de changer mes euros en dollars parce que souvent il y a plein de phénomènes qui peuvent se dérouler en même temps et donc c'est des marchés qui sont quand même très compliqués à prévoir. Mais voilà quelques éléments. Donc on a primo une divergence des politiques monétaires. Vous devez le savoir, la Fed américaine a maintenu ses taux d'intérêt alors que la Banque centrale les a plutôt baissés pour essayer de relancer son économie. Alors que l'économie américaine se portant bien, les chiffres de chômage étant pas mal, ils ont finalement pas baissé autant que ce qui était prévu. Et vous le voyez quand vous cherchez à faire fructifier votre argent. Vous voyez qu'actuellement vous recevriez 3% sur vos euros par an contre 4,46% sur vos dollars. Donc il y a quand même un delta de 1,46 points en plus. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'investisseurs qui préfèrent conserver finalement des dollars plutôt que des euros. Globalement, on a le même risque. C'est des devises qui sont quand même assez similaires, sauf qu'il y en a une qui paye beaucoup mieux que l'autre. Évidemment, on a aussi les incertitudes politiques en Europe. Vous avez dû voir la démission de Monsieur Barnier. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, notamment en France. Et on a également des chiffres économiques qui sont meilleurs pour les États-Unis par rapport à l'Europe. Sur le PIB 2024, c'est estimé 2,8% de croissance pour l'économie américaine contre seulement 0,8% pour l'économie européenne. C'est à nouveau, c'est ça qui explique que l'Europe cherche à réduire ses taux pour essayer de relancer un peu d'activité économique, alors que les États-Unis peuvent se permettre de les laisser un peu plus élevés pendant un peu plus longtemps. Bon, moi vous le devez le savoir, ma stratégie elle est simple, je gagne mon argent en euros et j'investis en dollars. Je trouve que c'est le meilleur équilibre, ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Quand le dollar est fort comme en ce moment, certes, j'ai moins de pouvoir d'achat pour aller acheter des actions américaines cotées en dollars puisque mes euros me donnent moins de dollars, mais j'ai également un portefeuille américain qui s'apprécie et donc ça me permet de voir un portefeuille plus grand et de pouvoir retirer des sommes plus intéressantes. Et si le contraire se passe, à ce moment-là, avec mon salaire en euros, je vais pouvoir acheter plus d'actions américaines. Par contre, mon portefeuille aura moins de valeur. Donc pour moi, je m'expose aux deux devises. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de se hedger. En fait, je trouve qu'au contraire, en ayant comme ça ces deux devises, je suis protégé parce que finalement, peu importe quelle devise va gagner par rapport à l'autre, j'ai toujours un point positif dans les deux cas. Donc je trouve que c'est une bonne manière d'être équilibré. Et moi, personnellement, je ne serais pas serein d'avoir 100% de mon patrimoine en euros. Je trouve ça très bien de se diversifier sur la devise la plus utilisée dans le monde. Avoir l'euro plus le dollar, je trouve qu'on est quand même solide. Ça reste évidemment des devises qui se dévaluent. Donc après, il y a des personnes qui vont aller acheter des francs suisses, voilà, des devises un peu particulières. Mais honnêtement, je pense qu'être exposé à ces deux devises et à nouveau gagner votre argent en euros et l'investir en dollars, c'est un très bon équilibre pour pas avoir à vous soucier du taux de change. Peu importe ce qui se passe entre ces deux devises, vous y retrouvez gagnant quand même. Le soleil est en train de se coucher les amis, donc on va terminer. Il est que 16h47, mais décidément en France en ce moment avec l'hiver, c'est dingue, ça se couche très vite. Donc n'hésitez pas à vous exposer au soleil dès que vous pouvez pour prendre un peu de vitamine D, parce que là c'est un petit peu compliqué. On termine donc avec l'analyse de Salesforce, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille qui a publié ses résultats. Et dès que mes entreprises publient leurs résultats, évidemment je vais les analyser. Je trouve que la publication de résultats c'est un super moment pour revisiter la thèse qu'on avait sur l'entreprise et vérifier que tout est bien en place. Donc là on voit que c'est pas mal du tout, plus 8% de croissance au global sur les chiffres d'affaires de Salesforce. On voit que tous les segments ont globalement bien monté, excepté la partie intégration analytics qui était un peu plus faible que les autres. Et l'élément le plus important que je regarde, c'est également la croissance du bénéfice par action. Ici, on est à plus 14% entre donc le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. Je vous ai dit que je visais 15%, donc c'est nickel. Suite à la publication de ces résultats, l'action Salesforce a bondi de plus 11%, donc c'est vraiment assez intéressant. On voit que l'action a rebaissé un peu depuis, mais globalement, les investisseurs étaient contents. Ils étaient contents parce que notamment, il y avait des résultats, comme je l'ai dit, qui étaient assez solides, 8% sur le chiffre d'affaires, 14% sur le PS. On a également une croissance des contrats qui ont été signés et une amélioration des marges. Mais surtout, les investisseurs ont été très excités par ce nouveau produit qu'a lancé Salesforce qui s'appelle Agentforce. L'objectif d'Agentforce, c'est d'aider les entreprises à passer d'équipes commerciales ou de support client qui sont principalement humaines, avec vraiment des employés à l'intérieur, vers des équipes qui ont de plus en plus des agents IA, donc des agents qui vont pouvoir faire une partie de ce que faisaient comme travail aujourd'hui les humains. Donc ces agents, ils devraient être capables de traiter des requêtes quand même assez complexes. On a tous connu des chatbots assez classiques, mais ça ne marche pas, ils ne comprennent pas la demande. Là, avec l'intelligence artificielle, ils deviennent de mieux en mieux. Et normalement, à partir de cette année, ils devraient être capables finalement de prendre des décisions quasiment aussi bien que si on avait des humains derrière.
Et normalement, ces décisions devraient être vraiment justes puisqu'elles sont basées sur toutes les données de support client qu'a déjà récolté Salesforce. Donc l'IA devrait être capable d'analyser, ok, ce client, voilà ce qu'il a commandé, voilà son problème, on a déjà eu un problème similaire, voilà la réponse qui avait été apportée, voilà comment il avait été résolu, voilà ce que tu devrais lui dire. Évidemment, si cela fonctionne bien, c'est vraiment un game changer pour les entreprises parce que ça veut dire qu'elles peuvent avoir des agents qui travaillent non-stop, 24 heures sur 24, des agents virtuels qui vont pouvoir répondre aux problématiques des clients et également réaliser d'énormes économies sur leur service client qui est aujourd'hui humain. Salesforce a carrément créé un calculateur qui permet aux entreprises de dire ok, bah voilà combien j'ai d'employés à mon service client aujourd'hui, voilà combien ils répondent de demandes de clients par jour, donc 20 demandes par jour. Ces salariés, ils coûtent 50 000 $ par an à l'entreprise. Et si au bout de 3 ans, vous êtes capable de les remplacer, de remplacer la moitié de ces salariés, donc à nouveau pas 100% mais la moitié, bah vous voyez, vous pouvez économiser 886 000 $ chaque année en utilisant le service de Salesforce plutôt qu'en se reposant 100% sur une équipe humaine. Salesforce va facturer 2 $ par conversation sur ce produit. Alors ça peut sembler élevé, mais en fait c'est 3 à 4 fois moins que ce que coûte la prise en charge par un agent humain. Donc quand c'est l'humain qui doit rédiger l'email ou décrocher le téléphone, ça coûte évidemment beaucoup plus cher à l'entreprise. Ce produit, pour l'instant, il a un beau momentum de départ, puisqu'on a déjà 200 accords qui ont été signés lors du 3e trimestre, dont des grandes entreprises comme FedEx, Adecco, Accenture ou encore IBM. Et vous voyez que Salesforce a commencé déjà à publier un petit peu des case studies, des résultats de clients qui ont vu des bons retours sur investissement en commençant à utiliser ce nouveau produit. Donc forcément, le management de Salesforce est très enthousiaste sur ce nouveau produit. Agentforce a été mentionné 136 fois sur cette dernière conf. Mais voilà, moi je suis là pour calmer un petit peu les choses et je vais dire attention, pour moi ça reste un nouveau produit, à nouveau il a été lancé juste fin octobre et pour moi il doit encore faire ses preuves sur le terrain, c'est encore difficile de savoir à quel point il sera game changer pour l'entreprise, à quel point la monétisation comme ça par conversation va fonctionner ou pas. Moi, ce qui me fait rire un peu dans tout ça, c'est qu'il y a 6 mois, on nous disait que Salesforce allait se faire manger par l'IA, que justement l'IA allait permettre de créer des SaaS super facilement et que du coup Salesforce allait tout simplement disparaître. Et aujourd'hui, le discours a complètement changé. On nous dit que non, en fait, Salesforce va être une des principales bénéficiaires de cette technologie grâce à tout ce qu'elle a accumulé comme données sur le service client et grâce à ce nouveau produit. Donc voilà, pour moi, il faut toujours se méfier un petit peu de ces narratives, ces histoires qu'on raconte sur les différentes entreprises en bourse. Pour moi, elles sont souvent exagérées en fait dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire quand on dit une entreprise est foutue, généralement elle est loin d'être foutue. Et quand on dit l'entreprise va tout déchirer, généralement ça va pas être non plus si exceptionnel que ça. Donc pour moi, il faut toujours à nouveau retourner aux fondamentaux, vérifier que la thèse est toujours en place et ne pas donner trop de poids à ces nouveautés, ces discussions un petit peu court terme. Essayer quand même d'analyser le business vraiment sur le long terme et les avantages compétitifs de ce business-là. Et nous, en restant concentrés vraiment sur les fondamentaux dans la méthode Trident, on a pu profiter d'actions Salesforce à un prix 41% moins élevé que le prix actuel. Donc, c'est plutôt chouette. Vous voyez ici, je peux voir la performance qu'on a eue de Salesforce. On a eu un prix d'achat moyenne sur les actions de 249 $ et aujourd'hui, elles valent 352 $. Donc, 1 234 € investis versus 1 745 € de valeur d'action. Donc, ça, c'est sur le compte du portefeuille Trident. Sur le mien, j'ai dû acheter un peu plus de 80 000 € de Salesforce. Donc, là aussi, ça fait des gains très intéressants. On le voit, plus 41%, plus 500 €. Et vous voyez, je peux cliquer dessus et avoir le détail de chacun des trades que j'ai effectués sur Salesforce. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu. J'en ai acheté en juin, j'en ai acheté en juillet, j'en ai acheté en août. Et je vois mon prix d'achat qui a oscillé entre 228 $ et 240 $. Le PER que je vise pour Salesforce, c'est un PER de 26. C'est la courbe rose sur le graphique. Vous voyez que l'action s'est souvent échangée beaucoup plus cher que ça, mais on a profité un petit peu des baisses pour essayer de renforcer. On n'a pas pu renforcer en 2023, je n'avais pas encore trouvé l'action, mais on en a profité juste ici. Il y a eu un petit peu de faiblesse durant cette période et vous voyez que la courbe noire du prix a commencé à toucher la courbe rose. Ça, généralement, comme je l'ai dit, c'est plutôt un bon signe parce que si l'entreprise fait une bonne performance, ça peut permettre de faire de très belles perfs sur le long terme. Et là, on voit que ça n'a pas duré longtemps et l'entreprise s'est réappréciée assez rapidement. Aujourd'hui, le PER est de 36, donc on est quand même 9 points au-dessus de nos achats. Donc pour moi, c'est un petit peu cher. Même avec une croissance de 15%, ça nous fait que 7% par an de rendement estimé sur Salesforce. Donc voilà, la hype a bien pris. Pour moi, je vais attendre un petit peu qu'elle se calme et essayer de renforcer à nouveau quand le PER sera un peu plus proche de cette ligne rose. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!